Morgan, ancien soldat de la marine américaine, était venu s'enterrer dans les profondeurs du bayou de Louisiane pour laisser derrière lui les débris de sa vie passée. Tout ce qu'il désirait désormais, c'était la paix, une paix silencieuse, humide, épaisse comme la brume du matin. Mais son chien, Rangé, semblait avoir d'autres plans. Après une violente tempête, alors que les eaux boueuses charriaient branches et débris, Rangé se mit à aboyer et à tirer sur la laisse, le museau pointé vers un amas flottant. Morgan s'approcha, s'attendant à une simple pièce de bois échouée, mais ce qu'il vit lui glaça le sang, un gilet de sauvetage orange, pris dans un enchevêtrement de roseaux. À première vue, il paraissait banal, usé par le courant. Pourtant, un détail attira l'œil du vétéran, l'une des sangles n'était ni arrachée ni effilochée, elle avait été coupée nette, d'un geste précis, presque chirurgical. Ce n'était pas un déchet. C'était un message. Lorsque le shérif adjoint du comté arriva peu après, non pas avec des questions mais avec un avertissement glacé, « Laissez tomber, monsieur, ici certaines choses préfèrent rester au fond », Morgan comprit aussitôt qu'il venait de mettre la main sur la clé d'un secret que tout un village tentait d'ensevelir. Le bruit du moteur qui s'éteignait fut le son le plus fort qu'il eût entendu depuis des heures. Morgan coupa le contact de son vieux pick-up, et le silence qui s'installa se fit presque palpable. Ce n'était pas l'absence de son, c'était une présence, une marée sonore faite de mille chuchotements naturels et le grésillement des cigales, le bourdonnement obstiné des moustiques, le coassement grave d'une grenouille taureau au loin, et le souffle humide du bayou lui-même, respirant dans la nuit. Il resta là, les mains encore posées sur le volant, laissant la moiteur louisianaise s'infiltrer par les vitres ouvertes. L'air était si dense qu'on aurait cru respirer de l'eau. Morgan avait la trentaine bien avancée, grand et sec, le corps encore marqué par des années de discipline militaire. Ses cheveux bruns, courts, portaient déjà des reflets d'argent sur les tempes, un contraste saisissant avec la jeunesse fatiguée de ses yeux bleus. Une barbe courte mais épaisse adoucissait un visage buriné, sculpté par le vent et la perte, un visage entre rudesse et bienveillance. Il portait ce qui, depuis son retour à la vie civile, était devenu son uniforme, une chemise de flanelle bleu-gris passée par le temps, ouverte sur un simple t-shirt gris, un jean usé et des bottes solides. Chacun de ses gestes était mesuré, précis, le genre d'économie né dans les endroits où une seconde d'hésitation pouvait coûter une vie. À côté de lui, sur le siège passager, une large tête se redressa. Deux yeux d'ambre brillants s'ouvrirent, attentifs. Rangé, son berger allemand de 5 ans, était un animal magnifique, un pelage unique mêlant le gris de la brume et le blanc de la lune. Une selle sombre courait sur son dos tandis que son poitrail et ses pattes étaient d'un blanc éclatant. Grand pour sa race, athlétique, chaque muscle semblait taillé pour la vitesse et la force contenue. Mais plus que sa puissance, c'était son calme qui impressionnait. Rangé ne bougeait que lorsqu'il le fallait, observant le monde avec la même vigilance que son maître. Il n'était pas seulement un compagnon, il était un gardien, une ombre fidèle qui l'avait accompagné dans les heures les plus sombres. « Eh bien, mon vieux, » dit Morgan d'une voix grave. « On y est. Pélican S reste. » Rangé émit un léger gémissement, non pas inquiet, mais comme s'il confirmait la décision. Son museau se mit à frémir, goûtant déjà l'air humide chargé de 1000 odeurs nouvelles. Morgan ouvrit la portière. Ses bottes s'enfoncèrent dans la terre molle et sombre. Devant lui se dressait leur nouveau foyer, une maison sur pilotis, typique du bayou, construite pour survivre aux caprices du fleuve. Le bois grisé par le temps avait pris la teinte argentée des choses qui ont résisté. Une vaste véranda grillagée encerclait la façade, offrant une vue plongeante sur l'eau stagnante, brune et mystérieuse. C'était isolé, presque hors du monde. Et c'est exactement ce qu'il voulait. La solitude, l'éloignement, le silence. Il avait acheté cette maison en ligne, sans la visiter, séduit par les photos satellites qui montraient un bout de terre perdu entre marécage et ciel. Un endroit où, croyait-il, le bruit du monde ne le rattraperait plus. L'après-midi se déroula dans une routine muette. Morgan montait les cartons un à un, les marches gémissant sous son poids. Rangé, lui, faisait le tour du terrain, né au sol, inspectant chaque arbre, chaque touffe de mousse espagnole pendue au cyprès, chaque ombre mouvante. De temps à autre, un reniflement sonore ponctuait son inspection, son rapport canin au nouvel environnement. L'intérieur de la maison était simple, 2 petites chambres, une cuisine rudimentaire, un salon aux grandes fenêtres donnant sur l'étendue verte et brune du marais. Tout sentait le bois humide, la poussière et le temps suspendu. Lorsque le soleil commença à décliner, inondant le ciel de pourpre et d'or, Morgan s'installa sur la véranda, une bouteille d'eau à la main. La chaleur du jour s'atténuait à peine, l'air restait lourd, saturé d'humidité.
Autour de lui, la symphonie du bayou changeait de rythme, les grenouilles lançaient leurs appels gutturaux, les grillons entamaient leur chant, et au loin, une chouette ululait doucement. Ici, tout semblait appartenir à un autre monde. Un monde loin des ponts d'acier des navires de guerre. Loin des déserts brûlants et des ordres criés dans le vent. Ce lieu devait être une guérison. Mais à mesure que la nuit tombait, Morgan sentit revenir cette vieille tension, ce serpent invisible qui s'enroulait au creux de son ventre. Le silence ici n'était pas apaisant, il était plein de choses cachées, d'histoires englouties. Ranger perçut le changement avant même qu'il ne parle. Le chien vint s'asseoir à côté de lui et posa sa lourde tête sur son genou. Morgan caressa machinalement les oreilles douces, répétant le geste comme un rituel contre la peur. Cette nuit-là, le sommeil refusa de venir. Et quand il arriva enfin, ce ne fut pas une délivrance, mais une mer noire et traîtresse qui l'engloutit sans pitié. Il se retrouva sur l'eau mais pas celle du bayou. C'était l'océan, vaste, hostile, fouetté par le vent sous un ciel sans lune. L'odeur du diesel et du sel emplissait ses narines. Des cris. Un choc métallique. Le hurlement d'une alarme. Et la voix d'un jeune marin Miller criant son nom. Morgan courait sur le pont détrempé, ses bottes glissant, son souffle arraché. L'air vibrait de panique et de métal. Puis il vit le visage impassible de son supérieur, froid comme l'acier. C'était un accident, disait la voix. Le rapport est clos. On avance. Mais Morgan savait. Ce n'était pas un accident. Quelque chose avait été étouffé, dissimulé, jeté à la mer avec le corps d'un jeune homme. La vérité avait sombré, et lui avec. Il tenta de crier, de protester, mais aucun son ne sortit. Le cauchemar le bâillonnait. Il étouffait dans le silence. Il se réveilla en sursaut, haletant, le corps trempé de sueur. Les draps s'étaient enroulés autour de lui comme des liens. Son cœur battait à tout rompre, cognant contre sa cage thoracique. L'obscurité de la chambre inconnue l'oppressait, dehors, les silhouettes des cyprès se découpaient comme des doigts osseux. Pendant un instant, il ne sut plus où il était. Le passé semblait encore là, collé à sa peau comme une seconde ombre. Puis un poids familier vint se poser sur sa poitrine. Une truffe humide effleura sa main. Rangée. Le chien avait posé ses pattes avant sur le lit, la tête penchée, les yeux pleins d'inquiétude. Il poussa un gémissement grave, presque humain, et lécha le front de son maître. Ce contact rugueux et chaud ramena Morgan à la réalité. Son souffle ralentit. Son esprit retrouva pied. Il passa un bras autour du cou puissant de Ranger et enfouit son visage dans sa fourrure épaisse. L'animal resta immobile, solide comme un rocher, ancré dans le présent. Oui, pensa Morgan, c'est réel. Cette pièce. Ce chien. Cette vie nouvelle. Le reste n'était qu'un fantôme, un souvenir noyé. Ça va, mon garçon, murmura-t-il d'une voix rauque. Je suis là. Tout va bien. Il se dégagea lentement des draps, s'assit sur le bord du lit, et resta ainsi un long moment, dans le silence vivant du bayou. Dehors, la lune commençait à percer la canopée, jetant sur l'eau une lueur argentée. Les grenouilles s'étaient tues un instant, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Et dans cet entre-deux fragile, Morgan sentit la promesse d'un nouveau départ mais aussi la présence d'un secret, quelque part dans les eaux sombres, qui attendait encore d'être réveillé. Morgan était assis sur la véranda, la tête de Ranger posée fidèlement sur ses genoux. Le lien entre eux dépassait depuis longtemps celui d'un simple maître et de son chien. Dans les heures les plus sombres, Ranger avait été bien plus qu'un compagnon, il était son gardien, son ancre, son thérapeute silencieux. Le seul être capable de le ramener du bord du gouffre quand l'obscurité menaçait de l'engloutir. Finalement, Morgan se leva et s'avança vers la véranda grillagée. Ranger le suivit sans un bruit, les pattes effleurant à peine le vieux plancher. L'air avait changé, un vent frais s'était levé, faisant frissonner les longs filaments de mousse espagnole suspendus aux chênes. L'humidité était devenue plus lourde, presque électrique, saturant l'atmosphère d'une tension palpable. Au loin, un éclair fendit le ciel et illumina les nuages d'une lumière blafarde, suivi quelques secondes plus tard d'un grondement profond qui fit vibrer les fondations mêmes de la maison sur pilotis. Le concert des grenouilles et des insectes s'interrompit soudain, comme si tout le bayou retenait son souffle. Un ouragan approchait et immense, violent, roulant dans la distance telle une bête en colère prête à déchaîner sa fureur sur le fleuve. La tempête éclata juste avant l'aube, ravageant la nuit de ses rafales et de ses éclairs. Quand elle se dissipa enfin,
le monde semblait lavé, purifié, étrangement silencieux. Morgan sortit sur la véranda, une tasse de café fumant à la main. L'air avait perdu son poids étouffant, il était frais, limpide, presque vivifiant. Le ciel, d'un bleu sans nuages, paraissait neuf, comme si Dieu l'avait repeint au lever du jour. Mais le bayou, lui, portait les cicatrices de la nuit. L'eau sombre et jadis tranquille était montée de plusieurs pouces le long des pilotis. Elle s'était transformée en un torrent boueux, charriant une épaisse couche de débris, branches brisées, amas de feuilles et morceaux indistincts de vie marécageuse, arrachés à leurs racines par la fureur des vents. Rangé se tenait à ses côtés, l'attitude alerte, le museau frémissant tandis qu'il déchiffrait la mosaïque d'odeurs nouvelles que la tempête avait apportées. L'énergie chaotique de la veille avait laissé place à un calme tendu, une veille silencieuse. Pour Morgan, ce moment de nettoyage représentait un soulagement bienvenu, une mission concrète, un problème tangible qu'il pouvait résoudre, loin des ennemis insaisissables et sans visage qui hantaient ses nuits. Son plan était simple, prendre la petite barque en aluminium laissée avec la propriété, inspecter le périmètre, s'assurer qu'aucun arbre majeur n'était tombé, et dégager les branches bloquant le petit quai. 1 heure plus tard, le moteur hors-bord toussa avant de rugir faiblement à la vie. Rangé, déjà installé à la proue comme un vieux marin, dressa les oreilles, le corps vibrant d'anticipation. Morgan guida la barque avec assurance. Le moteur ronronnait tandis qu'ils avançaient dans le chenal principal, repoussant des îlots de feuilles et de brindilles. L'ancien marin retrouvait là son élément, il manœuvrait avec la précision d'un homme pour qui l'on n'avait plus de secret. Ils passèrent la première partie de la matinée à faire le tour de la propriété. Tout semblait en ordre. Mais au moment de rentrer, alors qu'ils contournaient un coude de la rivière, Rangé changea brusquement d'attitude. Le chien, jusque-là calme et observateur, se figea à la proue. Un gémissement bas monta de sa gorge. Son regard restait rivé sur un amas dense de mangroves à leur droite, là où la tempête avait formé une sorte de barrage naturel. Rangé piétinait, nerveux, jetant des coups d'œil insistants à Morgan. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» « Un alligator ?» demanda Morgan en coupant le moteur. Mais ce n'était pas le même instinct que lorsque le chien flairait la présence d'un animal. C'était plus profond, plus concentré, presque militaire. Morgan connaissait ce regard, celui d'un partenaire en mission. Et il avait appris à ne jamais douter de ce flair. Prenant une longue pagaie, il orienta la barque vers les mangroves. L'air y était plus lourd, chargé d'une odeur de vase et de décomposition. Les branches submergées raclaient la coque tandis qu'il s'enfonçait dans la végétation emmêlée. Puis il la vit, une tache orange, presque entièrement engloutie par le vert et le brun du marais. Une brassière de sauvetage. Elle était prisonnière des racines tordues d'un vieux manglier, ballotté par les remous. « Ce n'est que des ordures, hein, mon vieux ?» dit Morgan en tirant un soupir. Mais Rangé continuait à gémir doucement, le regard fixé sur l'objet. Morgan s'accroupit, attrapa un coin de la veste et entreprit de la dégager. Elle résistait, aspirée par la boue. Après plusieurs tentatives, il donna un dernier coup sec, la brassière se libéra dans un bruit de succion et éclaboussa sa chemise de boue. Il la jeta sur le plancher de la barque, prêt à s'en aller. C'est alors qu'il remarqua quelque chose. Une sangle. Quelque chose n'allait pas. Il la reprit, ses doigts suivant le bord net du tissu coupé. Un frisson lui traversa la colonne. En cas d'accident, une sangle se déchire, s'effiloche, s'étire. Mais celle-ci avait été tranchée nette. Une ligne droite, nette, chirurgicale. Le genre de coup qu'un couteau bien affûté laisserait. Son sang se glaça. Ce n'était pas un débris de tempête. C'était une preuve. Morgan ramena la barque au quai, son esprit en ébullition. Le rêve de solitude paisible qu'il avait tant cherché venait de se fissurer. Sur le porche, il étendit la veste sur les planches de bois vieillies. L'orange vive jurait violemment avec les tons moussus du bayou. Il passa le pouce sur la coupure nette, encore et encore. C'était une coupe nette, rapide, maîtrisée. Professionnelle. Un grondement monta du fond de la gorge de Rangé. Morgan leva les yeux. Le bruit d'un moteur approchait. Une embarcation officielle s'avançait lentement, son insigne brillant sous le soleil. Le bateau de la police accosta, son sillage venant lécher les pilotis. Un homme en uniforme se tenait au gouvernail, large d'épaules, le ventre arrondi, la peau rougie par le soleil. Le nom brodé sur sa chemise kaki disait « Budreau ». Ses gestes étaient lents, mesurés, comme alourdis par des années passées dans cette moiteur poisseuse.
Bonjour, lança-t-il d'une voix traînante. Je fais ma tournée après la tempête. On vérifie que tout le monde va bien. Vous devez être le nouveau. Morgan, répondit simplement l'ancien marin, sans lui tendre la main. Le regard du shérif glissa sur la propriété, puis s'arrêta sur la brassière orange. D'un geste du menton, il désigna l'objet. La tempête ramène toutes sortes d'ordures, hein? Vous avez trouvé ça par ici? Dans les mangroves, en aval, répondit Morgan d'une voix prudente. Une des sangles a été coupée. Budreau monta lentement les marches du porche, évitant Ranger qui grondait toujours, poil hérissé. Doucement, le chien, murmura-t-il sans le regarder, tout en donnant un petit coup de pied sur la veste. Probablement un pêcheur qui s'en est servi pour marquer un casier. Rien d'inquiétant. La désinvolture avec laquelle il écarta le sujet fit plus froid dans le dos que n'importe quel déni. Morgan sentit une sueur glacée lui perler sur la nuque. Il y a quelques semaines, un homme de la Nouvelle-Orléans a disparu ici, dans un accident de bateau, dit-il calmement, guettant la réaction du policier. Le visage de Budreau resta impassible, mais son regard se durcit imperceptiblement. Une tragédie, répondit-il. Ces gens de la ville ne respectent pas l'eau. Et l'eau, elle, ne les respecte pas en retour. Aussi simple que ça. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta au sommet des marches. Un conseil, Morgan. Ici, c'est un coin tranquille. Les gens aiment que ça reste ainsi. Mieux vaut ne pas fourrer son nez là où il ne faut pas. Le bayou, il a une drôle de manière de faire disparaître ceux qui posent trop de questions. Sa voix, douce et lente, avait le ton de la camaraderie, mais ses mots résonnaient comme une menace. L'air, soudain, sembla plus lourd, saturé d'un malaise que même le vent ne pouvait dissiper. Budreau ajusta son chapeau, redescendit sur son bateau et remit le moteur en marche. Morgan le regarda s'éloigner, l'embarcation disparaissant peu à peu derrière le coude du fleuve, ne laissant qu'un sillage trouble sur l'eau. Ranger resta immobile, les oreilles dressées, scrutant l'endroit où le bateau avait disparu. Morgan, lui, fixa la brassière de sauvetage posée sur le bois humide du porche. L'orange éclatant semblait désormais une blessure ouverte dans le paysage. Le bayou, d'un calme trompeur, semblait attendre. Et Morgan comprit que la paix qu'il était venu chercher ici venait de s'évanouir, emportée par un secret que la rivière elle-même semblait vouloir garder enfoui. Le silence qui suivit fut plus lourd que jamais. Morgan demeura immobile, le regard fixé sur l'endroit où la barque avait disparu. À ses côtés, Ranger avait cessé de gronder, mais restait collé contre sa jambe, masse solide et rassurante. Il baissa les yeux vers le gilet de sauvetage orange, puis leva le regard vers les eaux sombres et impénétrables du bayou. Les images de son cauchemar de la nuit précédente revinrent comme une vague glacée, le sentiment d'une vérité délibérément coulée au fond de l'eau, d'une injustice étouffée sous les apparences. Il avait cru venir ici pour fuir son passé, mais celui-ci l'avait retrouvé, sous une autre forme. Il observa son fidèle compagnon. Le chien, tout emmusclé en loyauté, avait confirmé ce que son instinct de marin savait déjà, ce n'était pas terminé, ce n'était que le début. Le matin suivant la visite du shérif adjoint Budreau, le bayou semblait retenir son souffle. Une brume épaisse et blanche s'accrochait à la surface de l'eau, avalant tout son et transformant les cyprès familiers en silhouettes fantomatiques. Morgan se tenait sur son porche, le gilet de sauvetage reposait sur un banc de bois, tel un acte d'accusation muet. Les paroles de Budreau, sucrées d'un accent traînant mais aussi tranchantes qu'une lame, résonnaient encore dans sa tête. Le bayou a sa manière à lui de faire taire ceux qui posent trop de questions. Un avertissement clair. Un ordre de se taire. Mais ce n'était pas cette menace qui le hantait le plus, c'était le visage froid et indifférent de son ancien supérieur, l'écho d'un mensonge noyé en mer. Il observa la sangle tranchée du gilet, la même dissimulation, le même crime, dans un autre lieu. Se détourner serait une trahison envers l'homme qui avait porté ce gilet, et envers le jeune marin qu'il n'avait pas su sauver. Il avait besoin d'informations, et il ne les trouverait pas en restant ici, isolé, sous surveillance. Avec une résolution nouvelle, il fit monter Ranger dans sa petite barque. L'animal, percevant le changement d'énergie, se redressa, vigilant et concentré. Morgan mit le moteur en marche et suivit la principale artère du bayou. Après une vingtaine de minutes, la nature sauvage céda peu à peu la place à des signes de vie, quelques maisons sur pilotis, puis un long ponton de bois reliant plusieurs bâtiments, une épicerie délabrée, une boutique d'appât aux enseignes décolorées et un petit restaurant à la pancarte peinte à la main, Annette Escagin Kitchen.
Il venait d'atteindre Pélican-es-Rest. À peine eut-il amarré sa barque qu'il sentit les regards. Deux hommes en cuissarde interrompirent leur conversation pour le détailler, méfiants. Une femme qui balayait le perron de la boutique s'arrêta, fixant plus longtemps le grand berger allemand qui attendait calmement dans le bateau. Ici, tout le monde connaissait tout le monde, et un inconnu représentait toujours une intrusion. Morgan poussa la porte du petit restaurant. Le claquement sec de la moustiquaire résonna dans la salle. L'air était saturé de l'odeur de café au chicorée, de bacon fumant et de poisson-chat qui grésillait à la poêle. Les quelques clients, tous des hommes, suspendirent leur conversation et tournèrent la tête vers lui. Il hocha légèrement la tête, impassible, et alla s'asseoir dans un coin, dos au mur, face à la salle entière. Une femme d'âge mûr, au visage fatigué mais bienveillant, sans doute Annette, s'approcha. Il commanda un café noir. Tandis qu'il en buvait une gorgée brûlante et amère, ses yeux parcoururent la pièce. Près de la fenêtre, un vieil homme était assis seul. Il fixait l'eau au-delà du verre, les mains en serrant une tasse. Il devait avoir la soixantaine avancée, son visage semblait sculpté dans du vieux bois de cyprès, buriné par le soleil et le vent. Sa peau, d'un brun cuivré, était tissée de rides fines, ses mains noueuses, gonflées aux articulations, portaient les traces d'une vie passée à tirer des filets et à lutter contre la rivière. Une épaisse chevelure gris acier encadrait un regard perçant, lucide, presque fauve. Malgré sa chemise de flanelle et son pantalon de travail, il dégageait une dignité tranquille. Lui, pensa Morgan, lui connaît le bayou. Quand il eut fini son café, Morgan s'approcha. « Excusez-moi, dit-il calmement. Je peux m'asseoir » Le vieil homme leva les yeux, jaugea l'inconnu, puis hocha lentement la tête. « Pays libre » répondit-il simplement. Morgan prit place. Il ne donna pas son nom. « Pas encore. Je suis nouveau ici, dit-il d'une voix basse. J'apprends à connaître la rivière. Ce matin, en dégageant quelques débris après la tempête, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. » L'autre prit une gorgée de café, impassible. La rivière est pleine de choses étranges. Un gilet de sauvetage, reprit Morgan, le ton neutre. Presque neuf. L'une des sangles principales avait été coupée, nette, comme avec un couteau. Pour la première fois, le masque du vieil homme se fissura. Ses yeux, jusque-là lointains, s'aiguisèrent brusquement. Il posa sa tasse avec un petit clic. « Orange » demanda-t-il, la voix rauque. « Orange vif » confirma Morgan. Un silence lourd s'installa. « Je m'appelle Andrew » dit enfin le vieil homme. Et celui qui portait ce gilet était mon ami. Richard Sterling. Ils ont dit qu'il avait percuté un tronc submergé, qu'il ne connaissait pas la rivière. Il serra les poings. Mensonge. Sterling vivait le bayou. Il aurait pu le naviguer les yeux fermés, en plein ouragan. J'ai su, dès le premier jour, que quelque chose clochait. Mais ici, ce qu'un homme sait et ce qu'il peut prouver, ce sont deux rivières bien différentes. Leurs regards se croisèrent, deux hommes, deux secrets, un même soupçon dangereux. Andrew jeta un coup d'œil autour de lui. « Pas l'endroit pour parler » murmura-t-il. « Tu aimes le gumbo ? Viens chez moi au coucher du soleil. Je te ferai un gumbo qui te fera oublier ton nom. » Il griffonna quelques indications sur une serviette, se leva et quitta la pièce sans se retourner. Le soir venu, Morgan guida sa barque jusqu'à l'embarcadère d'Andrew. La maison, semblable à la sienne, respirait pourtant la vie. Des carillons faits de coquillages tintaient doucement, et des pots d'herbe poussaient dans une jardinière de fortune. Andrew l'accueillit avec un sourire discret et le conduisit dans une cuisine chaleureuse, encombrée mais vivante, où flottait un parfum d'épices, de saucisses et de crevettes. Un grand chaudron de gumbo sombre mijotait sur le feu. Ils mangèrent d'abord en silence, bercés par le cliquetis des cuillères et le chant lointain des grillons. Le ragoût était un poème en soi, riche, fumé, profond. Après le repas, Andrew se leva, prit une photo encadrée sur une étagère, essuya doucement la vitre du cadre et la tendit à Morgan. Une femme souriante, pleine de vie. « Marie, ma femme » murmura-t-il. « Partie il y a 10 ans. Cancer des ovaires. Elle s'est battue comme une tigresse, mais le combat était perdu d'avance. » Il regarda par la fenêtre, vers l'eau noire. Quand on reste seul ici, le silence devient un cri. Parfois, c'est le bruit le plus fort du bayou. Ces mots sincères atteignirent Morgan droit au cœur. Sans s'en rendre compte,
il ouvrit la porte qu'il gardait verrouillée depuis des années. Dans la Navy, dit-il, hésitant, j'avais un gamin dans mon équipe, Miller. 20 ans à peine. Un accident lors d'un exercice en plongée profonde. Pas un accident, non, de la négligence. On a couvert ça pour sauver une carrière, un budget. Sa voix trembla. On m'a ordonné de signer un rapport mensonger. J'ai obéi. Les parents de Miller n'ont jamais su la vérité. Il baissa la tête. Ce silence, je le connais. Andrew l'écoutait sans broncher. Pas un mot creux, pas de consolation inutile. Juste un hochement lent, empreint d'une compréhension totale. Dans ce silence partagé, leurs douleurs se rejoignirent, deux hommes différents, mais liés par la même blessure, celle d'une vérité enterrée. Leur alliance cessa alors d'être une simple coopération. Elle devint fraternité. Sterling était un homme bien, déclara Andrew d'une voix ferme. Il mérite justice. Et toi, fiston, tu mérites la paix. Il planta son regard clair dans celui de Morgan. Je connais le bayou, ses gens, ses secrets. Si tu veux tirer ce fil que t'as trouvé, je t'aiderai à le dérouler. Quand Morgan quitta la maison cette nuit-là, le bayou lui parut différent. La brume s'était dissipée, un ciel clair éclatait de milliers d'étoiles. Pour la première fois depuis son arrivée, il ne se sentait plus seul. Il avait trouvé un allié et mieux encore, un ami. Le lendemain, le soleil monta rapidement, brûlant la dernière vapeur matinale. Les insectes reprirent leur concert, les oiseaux invisibles leurs cris perçants. Morgan se tenait sur son porche, empli d'un calme nouveau. La conversation de la veille avait allégé un fardeau qu'il portait sans le savoir. L'injustice qu'il avait vécue n'était plus une prison silencieuse, c'était devenu un appel à agir. Peu après le petit déjeuner, Andrew arriva, pilotant sa vieille barque plate, usée par des décennies d'eau saumâtre. Ranger bondit du perron pour l'accueillir, frottant sa tête contre la jambe du vieil homme. Entre les trois, le lien était déjà là, invisible mais solide. « J'ai les cartes », lança Andrew en brandissant un rouleau jauni. Sterling notait tout. Il disait, on ne sait jamais quand il faudra retrouver un endroit où l'éviter. Son regard s'illumina d'une lueur déterminée. Il m'avait dit que si jamais il disparaissait, je devrais chercher là où la vieille souche de cyprès rencontre le chenal nord. C'était son coin porte-bonheur. Toujours plein de poissons. Morgan acquiesça, l'esprit en ébullition. Un coin chanceux, ou un dernier repère. Ils prirent le large. Morgan tenait la barre tandis qu'Andrew maniait le gouvernail, fluide et précis, comme s'il faisait corps avec le courant. Rangé, posté à la proue, flairait l'air humide, attentif à chaque odeur du marais. Ils s'enfoncèrent dans le labyrinthe liquide du bayou, glissant entre des canaux étroits où les branches de cyprès se penchaient, chargées de mousse espagnole. L'eau reflétait les ciels changeants, et le moteur semblait murmurer plus qu'il ne grondait. Morgan sentit alors ce qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une direction, une cause, un but. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre ce qu'il avait trouvé. Il s'agissait de redonner voix à ceux qu'on avait fait taire. Et, peut-être, de se pardonner à lui-même. Les ténèbres du bayou. Il glissait lentement entre les cyprès millénaires, dont les racines noueuses plongeaient dans l'eau noire comme les griffes d'une créature oubliée. Plus il s'enfonçait dans le dédale du marais, plus le monde extérieur semblait s'effacer, les bruits des moteurs lointains se perdaient, remplacés par la symphonie primitive du bayou, le chuintement des insectes, le clapotis d'une eau lourde, le souffle de la nature ancestrale. Après près d'une heure, Andrew leva le bras et désigna un gigantesque tronc de cyprès pourri, creusé en son sommet comme une dent brisée. Il se dressait, solitaire, à la jonction de deux bras du fleuve. « C'est ici », murmura-t-il. Le chenal nord. L'endroit de Sterling. Morgan coupa le moteur. Le bateau dériva doucement, porté par un courant paresseux. L'eau, plus large et plus profonde, reflétait le bleu pur du ciel, elle paraissait paisible, presque immaculée. Mais tous deux savaient qu'une telle tranquillité n'était qu'un masque, sous ces eaux dormantes se dissimulaient les secrets les plus sombres du bayou. Andrew sortit un vieux détecteur de poissons, un appareil usé qui émettait un léger bourdonnement. Il balaya lentement la surface, concentré. Sur l'écran, des formes floues apparaissaient de contours du fond, ombres incertaines mais rien de concluant. Trop de débris, marmonna-t-il, frustré. Des troncs, des branches, cette fichue machine n'y voit que du feu. Morgan observait la vaste étendue d'eau, puis baissa les yeux vers Ranger. Le chien, assis à ses côtés,
fixait la surface avec intensité, ses oreilles frémissaient, mais il ne paraissait ni agité ni inquiet. Il cherchait quelque chose. Morgan posa une main sur sa tête. « Tu peux le trouver, mon grand ? Trouve le bateau. » Comme s'il comprenait, Ranger redressa la tête et huma l'air. Ses narines frémissaient, son museau bougeait vite. Il fit le tour du bateau, ses mouvements précis, méthodiques. Puis il s'arrêta net à la proue, le corps tendu comme un arc, les oreilles plaquées. Un grondement sourd monta de sa poitrine, suivi d'un gémissement insistant. Sa queue battit quelques coups nerveux, avant qu'il ne se mette à aboyer, sec et bref, en direction d'un point précis, à une dizaine de mètres devant eux. Morgan sentit son cœur accélérer. « Qu'est-ce que c'est, Ranger ?» demanda-t-il doucement. L'eau était lisse, parfaite, un miroir où ne se reflétait que le ciel. Andrew, penché à la proue, plissa les yeux. « Regarde bien, Morgan, là où le chien fixe. » Morgan scruta la surface. D'abord, rien. Puis il distingua, presque imperceptible, de petites irisations flottant sur l'eau, des reflets huileux, des arcs-en-ciel minuscules. Et des bulles fines, régulières qui montaient lentement des profondeurs, en un chapelet fragile. Ce que l'œil humain aurait ignoré, le flair du chien l'avait détecté depuis longtemps, l'odeur du diesel, de l'huile, du métal en train de se corroder. « C'est là », souffla Morgan. « C'est le bateau. » Il enfila rapidement sa combinaison, fixa son masque et ses palmes. Andrew lui tendit une lampe étanche. « Fais attention, fiston », prévint-il d'une voix grave. Le bayou garde ses secrets, et ce qui se fait dans le noir reste dans le noir. Morgan hocha la tête. Il savait que l'avertissement allait bien au-delà des courants. Il inspira profondément et plongea. L'eau, chaude et lourde, l'enveloppa aussitôt, la lumière du jour disparut. Le monde devint un océan de brume liquide où chaque son était étouffé, déformé par le poids du silence. Seul le bruit régulier de sa respiration emplissait son esprit. Il suivit le chemin des bulles, descendant lentement dans la pénombre. Le faisceau de sa lampe fendait l'eau trouble, révélant des nuées de particules en suspension. Puis une masse sombre se dessina, colossale, gisant sur le flanc, le bateau. Le nom Odyssée apparaissait à peine sur la poupe. Morgan sentit son estomac se contracter. Il s'approcha, palpitant, et examina la coque. Elle était éventrée, déformée. Pas comme dans un accident. Sur le côté bâbord, près de la ligne de flottaison, béait un trou déchiqueté, le métal replié vers l'intérieur, comme frappé de l'extérieur. Mais plus loin, juste sous la fenêtre de la cabine principale, Morgan remarqua d'autres marques, de petits trous circulaires, nets, le métal cette fois bombé vers l'extérieur. Il sut immédiatement ce que c'était. Des charges internes. Une explosion provoquée pour couler le navire. Une main humaine, méthodique, calculée. 2 impacts précis. Pas de doute, quelqu'un avait voulu faire disparaître le bateau. Faire disparaître Sterling. Il remonta lentement, les poumons en feu, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il jaillit à la surface, haletant, Andrew se pencha pour l'aider à remonter à bord. Ranger gémissait doucement, le museau contre la main mouillée de son maître. « Alors » demanda Andrew, la voix tendue. Morgan ôta son masque, essuyant l'eau de son visage. « Ce n'était pas un accident » dit-il d'une voix dure. « Ils l'ont coulé. » Délibérément. Les mots laissèrent un goût de cendre. Le mensonge qu'il avait été contraint de croire lui éclatait enfin à la figure, reflété dans les eaux obscures du marais. Le visage d'Andrew, déjà buriné par une vie de perte et de lutte, se figea dans une expression de colère froide. « Je le savais » murmura-t-il d'une voix rauque. « Nom de Dieu. Sterling ne méritait pas ça. » Morgan s'enveloppa d'une serviette, mais le froid le transperçait malgré le soleil. Il croisa le regard d'Andrew, puis celui, fidèle, de Ranger. La partie venait de changer, il n'était plus à la recherche d'un mystère, mais détenteur d'une preuve. Une preuve de meurtre. Et dans Pélican-Est reste, un endroit où la vérité coûtait cher, cette découverte faisait d'eux des cibles. Le poids de la révélation s'abattit sur eux comme un brouillard. Sterling n'avait pas péri par malchance, on l'avait fait taire. Et si le bayou avait avalé son secret, c'était parce que beaucoup avaient intérêt à ce qu'il reste enfoui. Ils passèrent le reste de la journée dans le petit salon encombré d'Andrew. Des cartes du marais étalées sur une table de bois râpé, des tasses de café froid,
et Ranger étendu au pied de Morgan, veillant dans le silence lourd. Morgan nettoyait son équipement de plongée avec soin, un geste mécanique pour dompter le tumulte qui grondait en lui. Andrew, lui, téléphonait à d'anciens pêcheurs, des pilotes de barges, des hommes du fleuve. Chaque appel se terminait de la même façon, un soupir, un silence gêné. Ils ont peur, finit par dire Andrew. Peur de perdre leur gagne-pain, leur droit de pêche, leur maison. Ce pays semble sauvage, mais il est fragile. Ici, tout dépend de quelques-uns, et ces gens-là n'aiment pas qu'on pose des questions. Morgan hocha la tête. Il connaissait cette peur. Elle avait le même goût amer que celle des soldats quand un officier veut étouffer la vérité. Mais ici, c'était pire, pas une hiérarchie, mais une famille. Un village. Le soleil déclinait, peignant le ciel de pourpre et d'or. Un sentiment d'alerte monta dans le ventre de Morgan, ce sixième sens qu'il avait appris à écouter dans les zones de guerre. « Je devrais rentrer, dit-il. Je n'aime pas laisser Ranger seul. Et j'ai un mauvais pressentiment. » Fais attention, répondit Andrew. Dans le bayou, ce genre de pressentiment se trompe rarement. Morgan reprit le chemin de sa maison sur pilotis. La nuit tombait, et la nature s'éveillait dans un concert d'appels nocturnes. Pourtant, chaque craquement, chaque remous lui semblait chargé de menaces. Il amarra la barque, vérifia les verrous des portes et servit le repas de Ranger. Le chien mangea sans bruit, les oreilles toujours en alerte. Le silence pesait. Morgan s'installa sur le porche, observant le dernier éclat du jour s'éteindre derrière les arbres. C'est alors qu'il l'entendit. Un bourdonnement, d'abord lointain, puis plus net, le son d'un moteur d'embarcation. Il serait dit, la main se portant instinctivement vers la petite hache posée près de la porte. Ranger bondit sur ses pattes, muscles tendus, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine. Ses oreilles étaient couchées, son regard fixé sur le coude de la rivière. Le bruit s'intensifia, devint un rugissement. Une silhouette de bateau surgit du virage, mais celui-ci n'avait rien d'ordinaire. Aucun feu, aucune lanterne. Un spectre flottant sur l'eau noire. Plus grand, plus rapide que les barques du coin. Le navire fonçait droit vers la maison. Puis, sans prévenir, une lumière jaillit, un projecteur d'une puissance aveuglante, tranchant la nuit comme une lame. Le faisceau balaya le porche, clouant Morgan et Ranger dans sa clarté brutale. Morgan leva un bras pour se protéger les yeux. Ranger gémit, désorienté par la violence du rayon. Le moteur grondait toujours, le bateau stationnant à quelques mètres du quai. La lumière restait braquée sur eux, silencieuse, oppressante, comme un regard sans visage. Aucune voix, aucun avertissement. Rien qu'un message muet, on sait que tu sais. Le temps sembla suspendu. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la lumière s'éteignit. L'obscurité retomba, totale. Le moteur rugit de nouveau, et le bateau disparut dans la nuit, ne laissant derrière lui qu'un sillage phosphorescent et le battement affolé du cœur de Morgan. Il resta un long moment immobile, l'oreille tendue vers le silence revenu. Le bayou semblait respirer lentement, comme s'il se réjouissait d'un nouveau secret à garder. Ranger, toujours aux aguets, posa sa tête contre la jambe de son maître. Morgan sentit une détermination glaciale se figer en lui. Quelqu'un voulait leur faire peur. Mais ils avaient déjà vu la vérité et désormais, plus rien ne pourrait les faire taire. Dans l'obscurité du marais, une promesse naquit, ils iraient jusqu'au bout. Et cette fois, le bayou ne réussirait pas à tout engloutir. La baie oubliée. Le grondement du moteur s'éloigna, avalé par les méandres du bayou, ne laissant derrière lui qu'un sillage agité et un silence lourd comme un verdict. Morgan resta immobile, le cœur battant à tout rompre, la peau glacée de sueur. Ce n'était pas une simple menace, c'était une démonstration. Une manière de dire, nous savons. Nous te voyons. Arrête-toi. Ranger, tendu, se pressait contre sa jambe, ancrant son maître dans cette réalité oppressante. Morgan passa la nuit sans trouver le sommeil. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent semblait annoncer un danger invisible. À ses pieds, le chien dormait par bribes, ses rêves agités ponctués de grognements. L'illusion de paix venait de se briser. Au matin, l'air du bayou était chaud, étouffant, saturé de silence. Morgan descendit vers le petit quai, décidé à inspecter son embarcation. Ranger marchait à ses côtés, l'œil alerte. Le bateau paraissait intact. Pas de balles, pas de fissures. Mais lorsqu'il souleva le capot du moteur,
ses doigts rencontrèrent une matière visqueuse. Il les porta à son nez et l'odeur âcre du kérosène lui monta au cerveau. Son regard se durcit. Ce n'était plus un avertissement, c'était du sabotage. Le conduit de carburant avait été desserré, et le réservoir contenait un mélange empoisonné. Le moteur, s'il l'avait démarré, aurait explosé ou calé au beau milieu des marais. Il venait de couper sa dernière ligne de vie. Morgan comprit, il était désormais seul, piégé sur sa maison sur pilotis, isolé du monde. Le message était limpide, arrête de fouiller, ou tu couleras. Il croisa le regard de Ranger, dont les yeux dorés reflétaient une intelligence grave. Le chien laissa échapper un grondement bas, mélange de colère et de défi. Morgan sentit la vieille flamme se rallumer en lui, la même qu'il avait maintenue en vie sur des champs de bataille étrangers. On voulait le briser par la peur. Mauvais calcul. Chez lui, la peur n'avait jamais paralysé, elle éveillait l'instinct du combattant. Ce n'était plus seulement pour Sterling. C'était une question de survie, et de justice pour Miller. Le passé qu'il croyait enterré venait de refaire surface, plus implacable que jamais. Il tenta d'appeler Andrew, mais son téléphone resta muet, aucun signal. À Pélican S reste, même les ondes semblaient sous contrôle. Morgan soupira. Il ne pouvait compter que sur deux choses, son vieil ami et la fidélité sans faille de son chien. Il décida d'agir avant que la peur ne s'installe. Devant lui, le skiff saboté gisait comme un animal blessé. L'odeur du kérosène persistait, piquante, obsédante. Puis son regard tomba sur une autre embarcation, une pirogue étroite, oubliée sous la maison. Un vestige du précédent propriétaire. Petite, instable, conçue pour un seul homme, mais c'était son seul espoir. On va ramer, mon vieux, murmura-t-il à Ranger. Le trajet fut un supplice. Le frêle esquive tanguait à chaque mouvement. Ranger, conscient du danger, s'allongea au centre, parfaitement immobile. Morgan pagayait lentement, chaque coup d'aviron creusant la fatigue dans ses bras. Les muscles brûlants, les mains à vif, il avançait au rythme du fleuve, luttant contre les courants traîtres et les troncs immergés. Après une heure interminable, il atteignit enfin le quai d'Andrew. Trempé de sueur, épuisé, il fut accueilli par le regard sombre de son ami, déjà au courant. « Je savais que tu trouverais un moyen, » dit Andrew simplement, l'aidant à amarrer la pirogue. Autour d'un café brûlant, les deux hommes évaluèrent la situation. « Ils nous ont coupés du monde, » dit Morgan en arpentant la petite cuisine. « Ils contrôlent les canaux, les routes, tout. Si on bouge, ils nous voient. Si on reste, ils nous frappent. » Andrew fronça les sourcils, fixant la carte usée étalée sur la table. « Il doit bien y avoir un endroit, » murmura-t-il. « Un camp, une base. Pas en ville, mais accessible par l'eau. » Son doigt rugueux suivait les méandres bleutés de la carte, son esprit fouillant la mémoire des anciens, les récits de son père, de son grand-père, des trappeurs d'autrefois. Puis il s'arrêta, son regard se figea. « La Conrache-Belancan, » dit-il d'une voix basse. « La baie oubliée. Mon père en parlait parfois. Un canal perdu, englouti par les ouragans. Un lieu que même les cartes modernes ont effacé. » Morgan sentit l'étincelle de l'espoir percer sa fatigue. Alors c'est là qu'ils sont. Un endroit que tout le monde croit disparu. Andrew hocha la tête, partagé entre crainte et excitation. Si elle existe encore, y entrer sera un enfer. Mais c'est peut-être notre seule chance. Alors on y va. Ils quittèrent le quai, glissant à travers la brume du matin. L'air était lourd d'électricité, saturé du parfum des cyprès et du silence. Bientôt, la végétation se fit plus dense, tissant un mur impénétrable de racines et de lianes. Andrew coupa le moteur. Devant eux s'étendait une forteresse verte, un rideau vivant. « C'est ici, » murmura-t-il. Ou plutôt, c'était. Morgan contempla la muraille végétale. Pas la moindre ouverture. Le désespoir pointait déjà lorsque Ranger, jusque-là immobile, redressa la tête. Il huma l'air, puis fit quelques pas vers la proue, oscillant de gauche à droite comme s'il suivait une piste invisible. Enfin, il s'arrêta net, ses oreilles dressées, et aboya une seule fois, bref et précis. « Qu'est-ce qu'il a trouvé ?» demanda Andrew. Morgan se pencha, scrutant la direction indiquée. Rien d'évident, mais l'eau semblait légèrement frémir, comme tirée par un courant secret. La mousse pendait moins drue à cet endroit. « Il a trouvé le passage » souffla Morgan. Ils ramèrent lentement vers la faille invisible.
Les branches griffaient les flancs du bateau, les lianes caressaient leurs visages moites. L'air s'épaississait, chargé d'odeurs de terre et de mort lente. Rangé avançait à l'avant, silencieux éclaireurs, ajustant leur trajectoire d'un mouvement de museau. Le temps semblait s'étirer. Puis, soudain, le tunnel de verdure s'ouvrit. Devant eux s'étendait une voie d'eau oubliée, bordée de cyprès antiques. L'eau y était d'un noir d'encre, immobile, comme si le monde entier retenait son souffle. La lumière filtrait à travers les branches, dessinant des arabesques d'or sur la surface sombre. Ils venaient de trouver la baie oubliée. Andrew coupa le moteur. Leurs pagaies glissèrent dans l'eau avec un murmure. Pas un mot, pas un bruit humain. Le silence avait une densité presque surnaturelle. Rangé, dressé à la proue, scrutait les rives avec intensité. Puis son corps se figea. Pas un son, pas un mouvement, mais ses poils se hérissèrent le long de son dos. Morgan suivit son regard et distingua enfin ce que seul l'instinct du chien avait perçu, un mince fil sombre, tendu entre deux racines de cyprès, juste au-dessus de l'eau. Une alarme. Un piège. Un simple fil relié à une boîte métallique, prêt à teinter au moindre contact. Leur couverture aurait volé en éclats. Rangé venait de leur sauver la vie. Morgan fit un signe discret à Andrew. Ils contournèrent lentement la rive, le souffle suspendu, les sens en alerte. Plus ils avançaient, plus la tension montait. Le camp devait être tout proche. La baie s'élargit enfin en un bassin stagnant, ceinturé d'arbres noueux. Et là, niché entre les racines et les ombres, apparut le repère. 3 cabanes rustiques sur pilotis, reliées par des passerelles de planches. À la lisière de l'eau, 2 hydroglisseurs modernes attendaient, leurs hélices luisant faiblement sous le soleil filtré. Une fumée fine s'élevait de la cheminée principale, preuve que le lieu n'était pas abandonné. Andrew jura à voix basse. Morgan, lui, sentit son souffle se ralentir. Chaque fibre de son être se mit en alerte. Il cala le bateau dans une zone de roseaux et le camoufla avec soin. Rangé se coucha, oreilles dressées, prêt à bondir. Devant eux, le cœur du mystère battait, dissimulé au creux du bayou. Un sanctuaire d'ombre et de secrets, où chaque murmure du vent pouvait être un guetteur. Morgan posa la main sur la tête de son chien. On y est, mon ami, souffla-t-il. Et cette fois, on ne recule plus. L'air du bayou était saturé d'odeurs entremêlées, la fumée de bois, la toile humidée, plus subtilement, une effluve métallique, comme celle d'un générateur chauffé à blanc. On dirait qu'ils sont là, murmura Andrew, la voix tendue. Ou qu'ils viennent juste de partir. Pendant plus d'1 heure, ils observèrent le camp avec une patience douloureuse. Morgan, les jumelles d'Andrew serrées contre ses yeux, balayait chaque détail, des vêtements séchés sur une corde, une assiette à moitié entamée reposait sur une table devant une cabane, mais aucun mouvement. Le silence pesait, anormal, presque viscéral. Puis, alors que le soleil commençait sa lente descente derrière les cyprès, une silhouette apparut sur le perron de la plus grande cabane. Le souffle de Morgan se bloqua. C'était Richard Sterling, l'homme que les rapports officiels déclaraient mort depuis des semaines. Il avait vieilli, la cinquantaine bien avancée, la barbe taillée de près, le visage creusé par le temps et l'exil. Il n'était plus que l'ombre de l'entrepreneur charismatique qu'Andrew avait décrit autrefois, mais il était indéniablement vivant. Sterling marcha lentement jusqu'à la rambarde, alluma une cigarette et fixa l'eau immobile du marais, l'air absent, comme un prisonnier fatigué d'attendre sa propre libération. C'est lui, souffla Andrew, la voix tremblante entre la colère et le soulagement. Ce salaud est vivant. Quelques minutes plus tard, Sterling jeta son mégot dans l'eau et rentra à l'intérieur. 10 minutes après, 2 hommes sortirent d'une autre cabane. Plus jeunes, plus robustes, vêtus de tenues de travail simples, ils embarquèrent sur l'un des aéroglisseurs. Le rugissement du moteur fendit le silence du bayou, et la machine s'éloigna dans un sillage d'écume sans doute en patrouille ou en ravitaillement. Sur le perron, Sterling reparut brièvement, observa leur départ, puis disparut de nouveau dans l'ombre. « C'est notre chance », chuchota Morgan. « Ils sont seuls ou presque. » Andrew hocha la tête, la mâchoire serrée. Rangé, sentant la tension monter, laissa échapper un gémissement sourd avant de fixer Morgan, prêt à agir. « Reste là, Rangé », murmura son maître en lui caressant la tête. « Surveille le bateau. Si quelqu'un revient, tu nous avertis. » Compris ? Le chien lui lécha la main, promesse silencieuse. Ils se faufilèrent alors dans la végétation dense, aussi silencieux que des ombres.
Morgan ouvrait la marche, Andrew sur ses talons. Ils contournèrent le camp, progressant vers la grande cabane où Sterling s'était réfugié. L'ancien marin se déplaçait avec une précision chirurgicale, d'un couvert à l'autre, il évaluait chaque bruit, chaque frémissement. À travers une vitre fêlée, il distingua Sterling assis à une table, penché sur une pile de papier. Ils patientèrent jusqu'à ce que la nuit s'installe pleinement, leur offrant sa cape d'encre. Andrew couvrait les arrières pendant que Morgan se glissait vers la porte arrière, une antique planche verrouillée d'un simple cadenas. Un coup sec et maîtrisé de son pied de biche, à peine un soupir dans l'obscurité, et le loquet céda. L'intérieur sentait le tabac froid et l'humidité. La lueur tremblotante d'une lanterne éclairait Sterling, absorbé dans ses documents. Andrew désigna discrètement un petit coffre-fort dans un coin. « C'est là qu'il garde ce qui compte », souffla-t-il. Morgan fit signe de surveiller pendant qu'il avançait vers Sterling. L'homme leva les yeux, pétrifié. Une apparition venue du passé. Avant qu'il puisse crier, Morgan le plaqua contre le mur, lui tordant le bras. « Richard Sterling », gronda-t-il. « Tu es censé être mort. » Sterling tenta de se débattre, mais Morgan lui couvrit la bouche. « On sait pour le bateau », poursuivit-il d'un ton bas. Ce n'était pas un accident. Andrew, pendant ce temps, fouillait la table. Des papiers s'éparpillaient sous ses doigts, des polices d'assurance, des relevés bancaires, et un carnet aux écritures codées. Puis, il tomba sur une pile de photographies. Des visages connus. Des hommes déclarés morts, eux aussi, mais bien vivants sur ces clichés. « C'est ça, Morgan, » dit-il d'une voix vibrante. « On l'a. » Il sortit son téléphone et prit des photos à la hâte, le carnet, les dossiers, les visages. Sterling, le regard fou, réussit à articuler un mot à peine audible. « Dubois. » Avant qu'il n'ait le temps de réagir, un bruit sourd résonna dehors. Puis un autre, plus proche. Quelque chose de lourd venait de heurter le ponton. Morgan se figea. « Rangez », murmura-t-il. Ce n'était ni un aboiement ni un grognement, mais un choc mat, inquiétant. « Ils nous ont repérés », dit Andrew d'une voix grave, en rangeant son téléphone. « Ils sont de retour. » Une voix hurla dehors. « Et qui est là-dedans ?» Des pas précipités martelèrent les planches. Morgan repoussa Sterling. « File, Andrew. Retourne au bateau. » Andrew obéit aussitôt, glissant son téléphone dans une pochette étanche. Il atteignait presque la porte quand un bruit métallique explosa, un cylindre tomba d'une étagère, renversant un tas de seaux en fer. Le fracas résonna comme un coup de tonnerre. « Ils sont dans la grande cabane !» hurla quelqu'un dehors. Morgan comprit qu'ils étaient pris. Il agrippa Sterling et le poussa vers la sortie. « Bouge !» Andrew dévalait déjà le ponton. Morgan et son prisonnier jaillirent de la cabane juste au moment où deux aéroglisseurs surgissaient du canal, revenant à toute allure. Deux hommes armés sautèrent sur le quai. Sur l'un des bateaux, un troisième restait debout, plus trapu, hurlant des ordres. Morgan reconnut sa voix avant même de voir son visage. « Budreau », souffla-t-il. « Attrapez-les. » Rugit le shérif adjoint. « Qu'ils ne rejoignent pas leur bateau. » Des coups de feu éclatèrent. Les balles fendirent les rambardes dans un éclat de bois. Andrew, à bout de souffle, tentait de dégager leur embarcation camouflée. Rangé, fou de rage, aboyait à s'en déchirer la gorge. Le silence du bayou venait d'exploser en un chaos assourdissant. La traque venait de commencer. Ils bondirent à bord. Andrew mit le moteur à plein régime. Le petit bateau fendit la surface noire, bondissant entre les reflets lunaires. Derrière eux, les aéroglisseurs rugissaient, lourds et puissants, promesse d'une vengeance certaine. Rangés, campés à la proue, faisaient face à la nuit, aboyant sans relâche, gardiens de leur fuite. Les coups de feu ricochaient sur l'eau, projetant des gerbes argentées. « Ils nous rattrapent !» cria Andrew, les doigts crispés sur le gouvernail. Morgan réfléchissait à toute vitesse. Impossible de les distancer sur la vitesse. Leur seule chance, c'était la connaissance du terrain. « À gauche !» ordonna-t-il, pointant une étroite ouverture dans la végétation. « Ce passage. Ils sont trop larges pour y entrer. » Sans hésiter, Andrew tourna brusquement. Le petit bateau s'engouffra dans un canal étroit, presque invisible, où les branches basses fouettaient leur visage. Les moteurs ennemis rugirent derrière eux,
mais aucun ne put les suivre dans ce dédale impénétrable. Leur respiration haletante se mêlait au bruit de l'eau contre la coque. Les cris se perdirent dans la distance. Morgan jeta un dernier regard derrière lui. Les lumières des aéroglisseurs s'étaient éloignées, englouties par la brume. Rangé, haletant, les yeux fixés sur l'arrière, finit par s'asseoir lentement, ses aboiements se muant en un grondement sourd. Morgan posa une main sur son épaule. « Bon chien », murmura-t-il. Le silence retomba sur le bayou, lourd et vibrant, comme si la nature elle-même reprenait son souffle. Le danger immédiat s'éloignait, mais la guerre, elle, ne faisait que commencer. À présent, il savait que Sterling vivait. Et que Budreau était complice. La vérité dormait au cœur du marais, enfouie sous les mensonges, les disparitions et les morts arrangées. Et Morgan, trempé, le regard dur sous la lune, jura qu'il la déterrerait, coûte que coûte. La coque racla un tronc immergé, un grincement sinistre qui fit vibrer le silence nocturne, mais ils passèrent et derrière eux, le rugissement frustré des hydroglisseurs confirma qu'ils avaient bien forcé leurs poursuivants à ralentir et à chercher une autre route. Ce petit répit, volé au danger par une manœuvre risquée, leur donna quelques précieuses minutes. Leur seule destination raisonnable était la maison sur pilotis de Morgan, pas une forteresse, non, mais un terrain défendable, un foyer transformé en abri par la force des habitudes et la mémoire. Ils atteignirent le ponton quelques instants avant leurs assaillants, déjà, au loin, le bourdonnement puissant des moteurs revenait, menaçant. « Entrez, vite », ordonna Morgan sans hésitation. Andrew aida l'homme plus âgé à se hisser sur le quai tandis que Rangé, sans perdre une seconde, sauta à terre et prit position en haut des marches, un grondement sourd vibrant au fond de sa poitrine. Andrew chercha ses clés en tremblant, les doigts mal assurés. Morgan, lui, bougea avec la vitesse sèche de l'entraînement acquis autrefois, geste précis, économe, sans un souffle inutile. Il détacha la barque sabotée et la poussa d'un coup sec dans le chenal, la laissant dériver comme une embûche, un piège potentiel. Il arracha le banc de bois lourd de la véranda et l'enfonça sous la poignée de la porte. À l'intérieur, l'homme qu'on connaissait comme un vétéran hanté par ses démons se mua soudain en un opérateur de survie. La fatigue, la peur, tout cela effacé par le réflexe. Les deux hommes poussèrent la table de chêne contre la porte, transformant l'unique entrée en barricade. Morgan parcourut la petite maison, claqua les volets de bois, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale, ne laissant que de fines fentes pour observer. La demeure, jusque-là refuge, devint bunker. Il rassembla ce qu'ils avaient pour se défendre, un morceau de bois, une hachette rudimentaire, une lourde poêle en fonte tirée de la cuisine, et la longue gaffe de pêche d'Andrew, tranchante comme une promesse. Il donna la poêle à Andrew, le pressant d'une voix sèche, « Reste dans ce coin, loin des fenêtres. Si quelqu'un passe, vise la tête. » Compris. Andrew, pâle, haletant, mais avec une détermination austère, hocha la tête. À peine eurent-ils fini leurs préparatifs que les moteurs des hydroglisseurs revinrent, tournant en cercle autour de la maison comme des prédateurs. Les projecteurs zébrèrent la nuit, sondant les murs, cherchant une faille. Des voix rauques, remplies d'une colère basse et d'un plaisir prédateur, se répandirent sur l'eau. « Viens là, citadin, sors et peut-être on sera rapide. » Morgan se garda de répondre. Par une fente, il observa deux hommes armés de fusils à accent grave canon lisses grimper sur le quai, ses sens se contractèrent autour de cette unique voie d'accès. Le premier bondit sur le ponton, puis le second. Ils montèrent les marches. Morgan sentit sa prise sur la hache se resserrer. Le silence était brisé seulement par le clapotis de l'eau et le ronronnement des moteurs. Les vieux tremblements qui l'habitaient parfois, séquelles d'un passé trop lourd, se réveillaient dans ses mains, la sueur froide perla sur son front, la peur menaça d'éroder son entraînement. Il jeta un regard vers Rangé. Le chien était étendu, le corps bas mais tendu, respirant avec une régularité profonde. Il n'était pas paniqué, il était concentré, prêt. Leurs regards se croisèrent dans la demi-obscurité. Dans les yeux calmes et immuables de Rangé, Morgan lut autre chose que la peur, une confiance absolue, une résolution tranquille mais impérieuse. Ce regard fut une ancre. Morgan inspira profondément, le tremblement dans ses mains s'apaisa. Il n'était pas sur un bateau en train de couler, il était dans cette maison, avec ses amis, il avait le contrôle. Rangé l'avait ramené du bord du vide. Le premier assaillant atteignit le sommet des marches et chargea la porte avec l'épaule. Le bois vibra sous l'impact, tandis que le second appuyait l'assaut. La vieille porte commença à gitarer, des éclats s'éparpillant. Mais la focalisation exclusive sur l'avant était une erreur tactique classique,
pendant que 2 hommes faisaient diversion à l'entrée, un troisième, plus jeune et plus agile, se glissa le long de la façade opposée. Il exploitait les piliers en bois comme des prises, progressant avec une sorte de grâce reptilienne, sans bruit. Il gravit la charpente et se hissa sur la galerie arrière grillagée. Le craquement soudain du bois et le déchirement de l'écran résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'espace exigu. Le nouveau venu pénétra, ses yeux cherchant une proie facile. Il aperçut Andrew plus vieux, plus vulnérable et se jeta sur lui pour le saisir par derrière, immobilisant ses bras. « Jetez !» cria l'homme, plein d'un triomphe brutal adressé à ses complices dehors. Morgan fit volte-face, la hache levée, mais il se trouva bloqué par le mobilier, trop loin pour atteindre l'agresseur. Une peur glaciale lui serra la gorge en voyant le couteau sortir de la main de l'homme. Il n'arriverait pas à temps. L'assaillant n'avait pas calculé une chose, il avait oublié le chien. De l'ombre profonde, sous la grande table où Morgan avait placé rangé, surgit une silhouette sombre et pleine de puissance. Sans avertissement, sans aboiement furieux, sans grondement, Rangé jaillit comme un projectile vivant d'un torse de muscles, de dents, de fourrure et explosa sur l'homme. L'impact fut brutal. L'assaillant bascula, le couteau ricochant sur le plancher de bois avant qu'il n'ait eu le temps d'enregistrer la violence de l'attaque. Rangé, prompt et méthodique, planta ses mâchoires sur l'épaule du type, non pas pour déchirer mais pour immobiliser avec une pression écrasante, neutraliser, pas tuer. L'homme, cloué au sol, poussa un hurlement étranglé, un son d'agonie et de terreur. Le rugissement grave qui sortit alors de la gorge de Rangé eut un effet immédiat et terrifiant, il sourditement paralysa les assaillants extérieurs, qui hésitèrent, confus. L'assaut à la porte retomba pendant une fraction de seconde, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Morgan saisit cette ouverture, en 2 longues enjambées il traversa la pièce, donna un coup de pied pour envoyer le couteau hors de portée, puis asséna la crosse de sa hache contre la tempe du belligérant à terre. L'homme s'évanouit, lourdement. La menace immédiate était contenue. Ils avaient un captif, ils respiraient, un peu. La pièce fortifiée exhalait un air lourd de peur et de soulagement mêlé. Andrew, encore tremblant, s'appuya contre le mur, sain et sauf mais secoué, tandis que Morgan, haletant, regardait l'homme à terre, conscient de la chance fragile qui les protégeait pour l'instant. Dehors, les hydroglisseurs continuaient de tourner, leurs projecteurs balayant l'eau, leurs occupants désormais plus prudents, moins sur 2. La nuit était encore loin d'être finie, mais grâce à Rangé ils avaient survécu à la première vague. Le huis clos dans la maison sombre devint une trêve précaire, un équilibre fait de peur et de calcul. Les 2 bateaux à l'extérieur restaient immobiles, leurs moteurs vrombissant d'un bruit menaçant et ininterrompu. Le prisonnier était ligoté et bâillonné sur le plancher, Andrew tenait la poêle de fonte avec ses jointures blanchies, prêt à frapper si nécessaire. Morgan savait cependant que ce répit n'était que temporaire, leurs assaillants étaient des prédateurs patients, capables d'attendre que la fatigue et la peur fassent le reste. Ils ne partiront pas, murmura Andrew, le regard collé à une fente des volets. Ils nous ont coincés. Morgan passa en revue une succession de scénarios tactiques. Rester signifiait mourir d'épuisement ou d'inattention. On ne peut pas rester, reconnut-il. La seule option viable tenait à un acte désespéré, récupérer les preuves, les photos sur le téléphone d'Andrew et les porter aux autorités. Il y avait un poste de police dans la ville de l'autre côté du lac, un petit commissariat de l'État, mais la traversée à travers l'étendue ouverte, 20 miles sous des projecteurs ennemis, paraissait impossible, il serait visible au moment où il quitterait le quai. La situation paraissait sans issue. Puis une idée folle commença à germer dans l'esprit de Morgan, une manœuvre à très haut risque, et si, plutôt que tenter une sortie directe, il réparait la barque, la rendait silencieuse, et glissait hors de leur cachette avant que les hommes sur l'eau ne s'y attendent? C'était insensé, réparer un moteur saboté en pleine nuit, à portée de fusil, avec des hommes armés à quelques mètres. Mais c'était la seule chance qu'ils avaient. Tandis qu'Andrew, en criant parfois des menaces vers les bateaux pour maintenir l'illusion d'un face-à-face figé, couvrait leur petit monde, Morgan se glissa hors de la maison par l'arrière. Il se déplaça sans bruit, s'abaissant, s'immergeant presque dans les ténèbres, et se laissa glisser dans l'eau fraîche sous la charpente de la demeure. Le son de sa respiration, amplifié dans ce silence total, lui paraissait plus fort que n'importe quel moteur. Les piliers de bois lui offraient un abri fragile, il progressa le long de ses colonnes, protégé, ramassant l'air, concentré. Arrivé au ponton, il se tint sous la lueur faible et protégé d'une petite lampe étanche qu'il pinça entre ses dents, une lueur minuscule, presque invisible, qui suffisait à distinguer les pièces du moteur. Son évaluation fut rapide, le carburant était le problème principal.
quelqu'un avait vidé et rempli le réservoir de kérosène, un acte de sabotage conçu pour empoisonner l'aspiration et clouer le moteur. Il ne pouvait pas vidanger le réservoir sans faire de bruit suspect. La seule solution était de faire un contournement, un bypass temporaire. Il trouva un bidon de 5 gallons d'essence propre qu'il gardait pour les urgences et, aidé d'un morceau de durite de rechange provenant du bateau d'Andrew, il commença à bricoler une conduite gravitationnelle directe vers le carburateur. C'était une réparation grossière, précaire, mais potentiellement fonctionnelle. Les gestes de Morgan étaient précis malgré la tension, chaque mouvement dicté par des années d'habitude et d'urgence. Il savait que la moindre étincelle, le moindre bruit inattendu, pourrait tout anéantir. Le plan restait fragile, réussir le démarrage, glisser hors de la rive avant que la patience des hommes sur l'eau ne se transforme en verdict. La nuit, le lac, les phares, la maison barricadée, tout semblait retenir son souffle avec eux. Mais pour l'instant, grâce à l'instinct et au courage d'un chien et au sang-froid d'un ancien soldat, il tenait encore. Le reste dépendrait d'une poignée de secondes, de l'ingéniosité d'un homme et de la foi que leurs actions pouvaient suffire à traverser l'obscurité. Le dernier combat de Morgan. Il avait appris ce genre d'astuce sur le terrain, dans des zones où un moteur abîmé pouvait signer une condamnation à mort. Chaque tintement de clé, chaque souffle retenu, résonnait comme une détonation dans la nuit étouffée du bayou. Le silence, dense comme l'eau stagnante, enveloppait tout. Morgan travaillait sans relâche, les doigts engourdis, le dos trempé jusqu'aux os. Chaque geste était une prière silencieuse adressée à la survie. À l'intérieur, Andrew veillait avec rangée, le chien fidèle, dont le regard ne quittait jamais la porte. De temps à autre, un grondement sourd montait de sa gorge à un avertissement instinctif. Les moteurs ennemis rôdaient, s'approchaient, s'éloignaient, testant leur défense. À chaque son suspect, Morgan s'immobilisait, le cœur battant si fort qu'il lui semblait que la nuit elle-même pouvait l'entendre. Enfin, à l'aube naissante, alors que le ciel s'éclaircissait d'un gris pâle, il posa les mains sur son œuvre, une réparation de fortune, bricolée à partir d'un vieux tuyau et d'un peu d'espoir. C'était dangereux, bancal, mais cela pourrait suffire. Il regagna la maison, trempé, grelottant. Son regard croisa celui d'Andrew. Pas un mot, juste un signe de tête. Le moment était venu. Le plan qu'ils avaient imaginé relevait de la pure folie. Morgan détacha les liens du prisonnier et murmura. « Dis-leur qu'on sort. Dis-leur que tu passes le premier. » Tremblant, le bandit se traîna jusqu'au perron et hurla à ses camarades. Les faisceaux des projecteurs se braquèrent aussitôt sur lui. C'est alors que Morgan, Andrew et Ranger surgirent de la maison comme une seule entité et une ombre en mouvement, tendue par l'urgence. Ils dévalèrent les marches, bondirent dans le skiff. Morgan donna une impulsion, propulsant le prisonnier vers le quai, un ultime leurre humain. « Vas-y !» cria-t-il à Andrew. Le moteur toussa, hésita, puis rugit enfin à la vie. La petite embarcation s'arracha au quai, projetant une gerbe d'eau derrière elle. Pendant un bref instant, l'espoir éclata dans leur poitrine, ils avaient réussi. Mais derrière eux, le rugissement des aéroglisseurs ennemis déchira l'aube. La chasse commençait. Ce n'était plus une traque silencieuse à travers les canaux étroits, mais une course mortelle sur le vaste miroir du lac. Leurs poursuivants gagnaient du terrain, propulsés par la puissance brute de leur moteur. Les balles ricochaient à la surface de l'eau dans un sifflement sinistre. Morgan se pencha, couvrant Andrew de son corps, l'arme serrée dans la main. L'un des aéroglisseurs se plaça à leur hauteur. Les deux embarcations se frôlèrent dans un crissement métallique. Leurs ennemis tentaient de les aborder. Un homme massif, le visage tordu par la rage, se tenait en équilibre à la proue. Dans sa main, un long croc de bateau à la pointe effilée luisait dans la lumière naissante. Il n'était qu'à quelques pas. Morgan distingua dans ses yeux une haine froide et méthodique. L'homme leva son arme pour frapper. Andrew, coincé derrière le volant, n'avait aucune échappatoire. Et soudain, le destin prit la forme d'un hurlement animal. Ranger, le chien, avait compris. Sans attendre d'ordre, mu par un instinct ancestral, il bondit. Son corps massif franchit l'espace entre les deux bateaux en un seul élan. L'impact fut brutal. Ses crocs se refermèrent sur le bras de l'agresseur, qui poussa un cri d'agonie et bascula en arrière. L'arme tomba, inutilisable. Le chaos éclata sur l'aéroglisseur. Le pilote tira brusquement sur les commandes. Un autre homme saisit une ramée, dans un geste désespéré, frappa Ranger de toutes ses forces.
Le bruit sourd de l'impact se répercuta dans la poitrine de Morgan. Le chien hurla, un son aigu, insoutenable. Mais ce court instant de panique fut suffisant. « Tourne !» ordonna Morgan. Andrew braqua violemment. Morgan accéléra. Le moteur gémit, la réparation de fortune tenant miraculeusement. Le skiff vira brusquement et fila en avant, gagnant plusieurs précieuses longueurs. Derrière eux, les ennemis se débattaient dans la confusion, tentant de maîtriser un chien blessé et un bateau en perdition. Ils avaient réussi. Ils étaient libres. Mais Morgan n'éprouva aucune joie. Le vacarme de la poursuite s'effaça, remplacé par un gémissement doux, brisé. Il se retourna. Rangé gisait au sol, haletant, le flanc rougi de sang. Andrew, à genoux, le berçait doucement. Le cœur de Morgan se serra d'une douleur viscérale. La rive approchait, mais à chaque mètre gagné, il sentait la vie de son compagnon s'échapper. Leur embarcation heurta le quai de Saint-Martinville dans un fracas de bois. Autour d'eux, la vie continuait, des pêcheurs chargeaient leurs filets, des enfants riaient au soleil. Le monde n'avait pas changé mais pour eux, tout était bouleversé. « Il faut un vétérinaire, maintenant !» souffla Morgan d'une voix brisée. Un homme, choqué par la vision du chien ensanglanté, leur indiqua une petite rue. 2 pâtés de maison. Docteur Albret, la meilleure du comté. Morgan porta rangé dans ses bras, le corps du chien lourd et inerte. Andrew, épuisé, le suivait en boitant, serrant contre lui le sac étanche contenant leurs preuves. Ils traversèrent la petite ville en titubant, aveugles au regard curieux. La vétérinaire, une femme aux yeux calmes et pleins de compassion, comprit immédiatement la gravité de la situation. « Posez-le là. »« Que s'est-il passé ?»« Un coup de rame, » répondit Morgan, la gorge nouée. Elle palpa le flanc du chien, les sourcils froncés. 2 côtes cassées, peut-être plus. Il faut des radios, des fluides, et vite. Attendez dehors. Fermer la porte derrière lui fut pour Morgan un acte de déchirement. Il resta immobile dans la salle d'attente, le silence bourdonnant à ses oreilles. Après tout ce qu'il avait traversé, il se sentait soudain vide, privé de son ancre. Andrew posa une main ferme sur son épaule. « C'est un combattant, Morgan. Comme toi. Maintenant, à nous de faire notre part. » Ils quittèrent la clinique, le cœur lourd, et se rendirent au poste de la police d'État. Couvert de boue, le visage tiré, Morgan ressemblait à un homme qui avait vieilli de 10 ans en une nuit. L'officier à l'accueil les dévisagea avec méfiance. Mais Andrew, la voix posée, posa son téléphone sur le comptoir. « Mon nom est Andrew Hébert, et voici Morgan. Nous avons des preuves de meurtre, de fraude et de corruption impliquant le shérif adjoint Budrow de Pélican-Est-Rest. » Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Le ton, calme mais implacable, fit mouche. En quelques minutes, un inspecteur senior les escorta dans une salle d'interrogatoire. Pendant plus d'1 heure, ils racontèrent tout, le gilet de sauvetage tranché, la barque sabordée, le camp caché. Les photos, les registres, les faux papiers, tout fut exposé. L'inspecteur, d'abord sceptique, vit son visage se transformer au fil du récit, de l'incrédulité à la colère contenue. Lorsque Morgan prononça le nom de Budrow, il décrocha immédiatement le téléphone. Quelques minutes plus tard, l'affaire était transférée au FBI. La riposte fut fulgurante. Au petit matin, une flottille de bateaux d'intervention descendit sur les eaux tranquilles de Pélican-Est-Rest. Les hommes du camp, pris au dépourvu, se rendirent sans résistance. Le shérif adjoint Budrow fut arrêté à son bureau, figé dans un mélange de surprise et d'indignation. Mais la dernière pièce du puzzle se trouvait ailleurs, à la petite clinique de la ville. Le docteur Dubois, un homme aux cheveux d'argent et à la voix douce, examinait un enfant lorsqu'on entra pour l'arrêter. Il ne protesta pas. Ses yeux tristes trahissaient une résignation ancienne. Lorsqu'il aperçut Morgan près d'une voiture de police, il s'arrêta. « Vous êtes le nouveau venu, n'est-ce pas ?» Le marin, dit-il d'une voix calme. Morgan resta muet, pétrifié devant ce vieil homme qui ne ressemblait en rien à un monstre. Dubois poursuivit, le regard fixé sur lui. « Vous voyez des crimes. Moi, je vois 100 familles étranglées par les dettes, des banques qui ne se soucient pas des nôtres. Je leur ai offert une rédemption, une renaissance. J'ai voulu les libérer. » Son ton était calme, presque paternel. « Vous n'aimez pas mes méthodes,
mais j'ai fait ce que je croyais juste. » Ces mots, étrangement sincères, frappèrent Morgan de plein fouet. L'homme n'était pas un démon, mais un sauveur égaré. Le triomphe perdit soudain son éclat remplacé par une amère compassion. 3 mois plus tard, le soleil d'automne baignait le bayou d'une lumière dorée. L'air était doux, apaisé. Sur le perron de la maison sur pilotis, Ranger somnolait, plus mince, une longue cicatrice courant le long de son flanc. Mais son regard avait retrouvé sa vivacité, et sa queue battait joyeusement contre le bois. Morgan lança une balle vers le quai. Le chien bondit, plein d'énergie, renaissant. Morgan sourit. Le poids qui l'écrasait autrefois avait disparu. Les fantômes de son passé s'étaient tus. Un bruit de moteur approcha. Andrew accosta à bord d'un bateau neuf, solide, sur lequel on pouvait lire en lettres claires. Pélican S reste patrouille bénévole du fleuve. Prêt pour la ronde? Lança Andrew, hilar. Toujours, répondit Morgan. Ranger sauta dans le bateau, fier et impatient. Les 2 hommes prirent place à bord. Ensemble, ils s'éloignèrent sur le canal, le soleil jouant sur l'eau comme des éclats d'or. Ils n'étaient plus des fugitifs. Ils étaient devenus des gardiens. Leur mission désormais, aider les navigateurs perdus, veiller sur les pêcheurs, surveiller les braconniers, maintenir la paix du bayou. Leur cicatrice, invisible ou non, s'était transformée en une nouvelle raison de vivre. Morgan contempla Andrew, son ami, puis Ranger, son sauveur. Il se souvint du jour où il était venu chercher la solitude et trouva, contre toute attente, une famille. Le bayou, autrefois refuge des secrets et des ombres, était redevenu un foyer. Un foyer sûr. Et Morgan comprit enfin, la loyauté véritable n'est pas de rester debout à côté de quelqu'un, mais d'être l'ancre qui le maintient droit au milieu de la tempête. C'est la main silencieuse qui ramène vers la lumière quand tout semble perdu.